Au XIIIe siècle, une force a déferlé sur le monde. Une force qui semblait capable de tout balayer sur son passage. Les Mongols. Pendant un demi-siècle, leur expansion paraissait, sans fin. Une vague inarrêtable. Et puis, d'un coup, tout s'arrête. Alors, la question c'est, comment est-ce possible? Comment une puissance qu'on croyait invincible a-t-elle pu trouver ses limites? C'est ce qu'on va explorer. Pour vraiment comprendre la terreur mongole, il faut se transporter en 1258, à Bagdad. Imaginez, pendant 500 ans, cette ville, c'était un phare de la civilisation, le cœur du califat abbasside. Et puis, les armées de Hulagu Khan arrivent. La destruction est quasi totale. La Maison de la Sagesse, une des plus grandes bibliothèques du monde à l'époque, est complètement rasée. On raconte que les livres ont été jetés dans le Tigre. Tellement de livres que l'eau du fleuve est devenue noire d'encre. C'est une image terrible, non? Ça montre bien que ce n'était pas juste une conquête militaire, c'était la fin d'un monde, un véritable anéantissement culturel. Et Bagdad n'était qu'un exemple. Pendant 50 ans, c'était la même histoire partout. De l'océan Pacifique jusqu'aux portes de l'Europe, à Vienne, aucune armée ne semblait capable de leur tenir tête. Pas durablement en tout cas. Si un royaume s'opposait, anéanti. Si une cité résistait, rasé. C'est de là que vient ce mythe de l'invincibilité, cette idée d'une force absolument irrésistible. Et c'est justement ce mythe qu'on va décortiquer. Alors, qu'est-ce qui les rendait si redoutables? Ce n'était pas juste une question de nombre, non. Leur succès, il reposait sur une organisation et une psychologie absolument impitoyables. D'abord, le système décimal. Tout était organisé par 10, 100, 1000, ce qui donnait une flexibilité et un contrôle hallucinants sur le terrain. Mais la vraie clé, c'était la discipline. Une discipline de fer. Si un seul soldat d'une unité de 10 fuyait, les 9 autres étaient exécutés. Impensable de déserter dans ces conditions. Ensuite, il y a les archers à cheval. Des guerriers qui, depuis l'enfance, apprenaient à décocher des flèches avec une précision mortelle en plein galop. Et pour couronner le tout, la terreur. Une terreur utilisée comme une arme stratégique pour briser le moral de l'ennemi avant même que la bataille commence. Le message était clair, et des villes comme Merv l'ont appris à leurs dépens, c'est la soumission ou c'est l'anéantissement total. Mais voilà, même la machine la plus parfaite peut gripper. Et ce premier vrai coup d'arrêt, il ne va pas venir d'un grand empire ou d'une armée de chevaliers en armure, non. Il va venir d'une force étonnamment similaire. On parle ici du sultanat mamelouk d'Égypte. C'est la grande question de l'année 1260. Que se passe-t-il quand une force qu'on croit inarrêtable tombe sur son propre reflet? Parce que les mamelouks, attention, ce n'étaient pas de simples paysans qui défendaient leur ferme. Non, c'était quelque chose de complètement différent, d'assez unique dans l'histoire. Et quand on regarde de plus près, c'est là que ça devient fascinant. Les mamelouks, leur nom veut dire celui qui est possédé, étaient en fait des esclaves soldats. Souvent, ils étaient capturés enfants dans les steppes d'Asie centrale, oui, la même région que les Mongols. Ils étaient donc formés depuis tout petit à la guerre à cheval, ils maîtrisaient l'art composite, leur armée était organisée sur le même système décimal, bref, c'était une élite de guerriers professionnels. Pour la toute première fois, les Mongols ne se battaient pas contre des fantassins lents ou une cavalerie lourde et pataude. Ils se battaient contre leur propre miroir. Et tout ça nous mène à la bataille d'Ain Jalut, la source de Goliath. Là, les Mamelouks vont faire quelque chose de génial. Ils vont utiliser les tactiques des Mongols contre les Mongols eux-mêmes. Leur général Baybars venait de la steppe, il connaissait le manuel par cœur. Il a donc utilisé la fameuse retraite feinte, un grand classique mongol. Il a fait semblant de fuir pour attirer l'armée ennemie dans un piège, au fond d'une vallée. Et ça a marché. Une fois les Mongols bien engagés, les principales troupes mamelouks qui étaient cachées sur les hauteurs ont déferlé sur eux. Coincés, sans espace pour manœuvrer leur cavalerie, les Mongols se sont fait anéantir. Et là, d'un coup, le mythe de l'invincibilité, il s'est brisé net. D'accord, donc au Proche-Orient, la limite a été militaire. Mais si on part à l'autre bout de l'Empire, en Extrême-Orient, la limite a été naturelle. Les tentatives de conquête du Japon se sont heurtées à un adversaire bien plus puissant et imprévisible que n'importe quelle armée, la nature. L'histoire est hyper connue. À 2 reprises, le petit-fils de Gengis Khan, Kubilai Khan, a lancé des flottes gigantesques pour envahir le Japon. Et à 2 reprises, des tempêtes absolument monstrueuses ont balayé ces navires. C'est de là qu'est née la légende du kamikaze, le vent divin. Pour les Japonais, c'était un signe évident, leur terre était protégée par les dieux. Mais la réalité peut être un peu moins mystique. Alors, vraiment un acte des dieux? C'est une belle légende, c'est sûr. Et elle a beaucoup servi à la propagande japonaise bien plus tard. Mais aujourd'hui, la science nous raconte une histoire un peu différente. En fait, ce fameux vent divin, c'était très certainement un typhon. Il suffit de regarder les dates. La deuxième invasion, la plus grosse, a eu lieu en plein mois d'août, pile au sommet de la saison des typhons dans le Pacifique. Ce n'est pas tout. Des études géologiques ont retrouvé dans les sédiments des traces d'une tempête d'une violence inouïe juste à cette période. Et la preuve ultime, les archéologues ont découvert les épaves des navires mongols au fond de la baie. Au final,
Les dieux n'y sont sans doute pour rien. C'était juste une très très mauvaise planification face à la puissance de la nature. On a donc vu une limite militaire et une limite naturelle. Mais en Europe, c'est encore une autre histoire. Là-bas, il n'y a pas eu de grande bataille comme Ain Jalut, ni de typhon dévastateur. Non, la machine de guerre s'est juste arrêtée. Elle s'est effondrée sur elle-même à cause de sa propre gravité, de ses tensions internes. Le point de bascule, c'est la mort du Grand Khan, Mongke en 259. C'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. Pourquoi ? Parce que les règles de succession mongole étaient très claires. Tous les princes importants devaient rentrer à la capitale pour élire le nouveau chef. Du coup, Hulagu, qui était en pleine conquête du Moyen-Orient, a dû faire demi-tour avec la majorité de son armée. Il n'a laissé derrière lui qu'une petite force, celle qui sera justement écrasée à Ain Jalut. Et juste après ça, c'est le chaos. L'empire qui tenait par son unité se fracture. Une guerre civile éclate. Des Mongols se battent contre d'autres Mongols. En fait, l'empire était juste devenu trop grand, impossible à gérer. Et puis, il y a une raison beaucoup plus terre-à-terre. Franchement, du point de vue mongol, l'Europe n'en valait pas la peine. C'était un mauvais calcul. Quand on regarde les estimations de richesse de l'époque, la Chine, l'Inde, c'était le jackpot. L'Asie occidentale, c'était le contrôle des routes commerciales, super stratégique. Et l'Europe ? Eh bien, l'Europe, c'était loin, c'était considéré comme pauvre, et c'était un cauchemar logistique à envahir. Les ressources n'étaient pas infinies. Alors pourquoi se fatiguer à aller si loin, pour si peu, quand les plus grands trésors du monde étaient à portée de main ? On arrive maintenant à la dernière limite, et c'est peut-être la plus ironique et de loin la plus terrible de toutes, parce que l'obstacle final, ce n'est pas une défaite, c'est une conséquence indirecte de leur plus grande réussite, le fait d'avoir connecté le monde entier. Pour comprendre, il faut parler du siège de Kaffa, un comptoir marchand en Crimée. C'est une histoire souvent racontée comme un des premiers exemples de guerre biologique. L'armée mongole qui a siégé la ville a été touchée par une épidémie de peste. Alors qu'est-ce qu'ils auraient fait ? Ils auraient catapulté les cadavres de leurs propres soldats malades par-dessus les murs pour infecter les habitants. Alors attention, cette histoire est encore débattue par les historiens, mais qu'elle soit vraie ou non, elle pointe vers quelque chose de beaucoup plus grand. Parce que la vraie question, ce n'est pas de savoir s'ils ont utilisé une catapulte. La vraie question, c'est de savoir quelle était la véritable arme. Même si l'histoire de Kaffa est vraie, ce n'est qu'une étincelle. Le vrai responsable de la plus grande pandémie de l'histoire, ce n'est pas un acte de guerre, c'est autre chose. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. La peste noire, fille de la paix. Ça semble fou, mais c'est l'ultime paradoxe mongol. Leur plus grande réussite, ça a été la Pax Mongolica, la paix mongole. En unifiant un territoire immense, ils ont rendu les routes commerciales incroyablement sûres. Ils ont créé un réseau mondial d'échanges. Une première, sauf que cette paix, cette connexion, ça a aussi créé une autoroute pour les microbes. La peste noire, apparue en Asie centrale, a pu tranquillement voyager le long des routes de la soie sécurisées par les Mongols pour arriver à Kaffa, et de là, sauter dans les navires marchands en direction l'Europe. Au final, l'arme la plus dévastatrice, ce n'était pas la catapulte, c'était la paix, c'était le commerce. La limite ultime de l'Empire, c'est peut-être le monde globalisé qu'il avait lui-même bâti.